Bonjour à tous, c'est Yannick de la chaîne Le Jeu Autrement. Récemment, j'étais au Festival des Jeux de Cannes où j'ai pu réaliser plusieurs interviews de personnes importantes du milieu du jeu. On va commencer cette série par un entretien en 2 parties d'Antoine, le patron des Lumberjack Studios, un éditeur de jeux. Vous allez en connaître un peu plus sur le travail d'édition, mais également sur son fonctionnement personnel dans le cadre de cette activité. Pour une raison qui lui tient fortement à cœur, il a choisi un endroit très animé pour réaliser cette interview. Mais on va en reparler dans la 2e vidéo. Alors, on se plonge direct dans cet univers de bar. Alors bonjour Antoine, tu es le gérant de la société d'édition des Lumberjack Studios. Alors studio, ça commence à partir studio parce que c'est classe. Ouais. Non, l'idée c'est juste Lumberjack, c'était juste les bûcherons, etc. C'est ça. Il y a déjà des sociétés qui s'appellent Lumberjacks, etc. Donc l'idée c'est que je trouve un truc pour différencier des autres sociétés avec le mot Lumberjack. Oui, parce que le référencement Lumberjack doit être assez compliqué. Voilà, c'est ça, c'est un bûcheron quoi. Enfin, oui, c'est ça. Ok, alors je vais t'expliquer un petit peu comment on va décomposer l'interview. Je vais faire une présentation succincte de la boîte, mais vraiment très succincte, avec vos jeux que vous avez édités. Et puis après, on va parler de ton travail d'éditeur. Ouais. Voilà, de manière générale, et puis plus personnellement, ce qui vous concerne. Après, on va parler de votre actualité 2020 et à venir, avec la fameuse gamme Coffee Break. Ouais. Puis après, on va parler un peu de toi, Antoine, l'homme, toujours ce qui gêne un peu dans les interviews, mais bon, ça, c'est bien de vous connaître aussi. Ouais, carrément. Alors, donc tu es le gérant de la société d'édition Lumberjack qui a été créée en 2016. Tu n'hésites pas à me couper s'il y a une Bien sûr, ouais, pas de souci. Ouais. D'accord. Pour l'instant, tout va bien. Tu as édité Gobs Zeros, voilà. Ouais. Karmaka, Peanut Club. J'essaye de les faire dans l'ordre. Hein. Juste avant, il y a eu Arboria. Ah, Arboria, Ouais. oui, en plus je l'avais ouais, voilà. Ouais. Arboria, La Petite Mort, La Ouais. Cour des Miracles, L'Île de Pan, et maintenant Gold River et Monster Café qui sont sortis il y a maintenant 1 mois pour le premier et 1 semaine pour le second, Monster Café, pour situer un petit peu. C'est ça, la gamme Coffee Break qui est sortie enfin. Ouais. Parce qu'on va y revenir, je pense que c'était long, mais c'est top. Vous êtes combien maintenant chez Lumberjack? On a toujours été 2 associés. Ouais. Donc Cécile Ismaillet qui est mon associé toujours et moi. Cécile lui qui a des activités à côté. Donc qui très bientôt va devenir dentiste, qui avait fait des études de médecine pendant très longtemps et qui a bifurqué très tard. Mais donc voilà, et donc qui va avoir ses activités, qui va continuer à avoir ses activités. Et moi qui suis maintenant actionnaire majoritaire, donc vraiment et puis qui suis gérant, qui suis à 100% sur la boîte depuis le tout départ. Et Xavier nous a rejoint, je sais jamais, je sais que c'était en mars, mais maintenant c'est plus d'1 an, donc 1 an et demi. Ça fait très longtemps maintenant qu'il est là avec nous et lui il s'occupe de tout ce communication événementielle. D'accord. Donc il va pas tout faire parce qu'il n'est pas à plein temps et c'est un boulot vraiment à plein temps. Mais on va essayer de déterminer ses missions, savoir sur quoi il va travailler. Toujours calme, bien entendu, super investi, etc. au niveau de la presse, des blogs, etc. D'ailleurs, tu as rendez-vous avec lui, donc c'est qu'il a bien fait le taf. C'est ça. Mais donc voilà, et donc il nous a rejoint un petit contrat en plus de son travail de professeur des écoles. Voilà. D'accord. Ah oui, il continue toujours son activité à 100% mais par contre il est en CDI avec nous quoi. Donc l'idée c'est de mettre un pied dans les Lumberjack. Et puis surtout que je voulais pas que ce soit un truc précaire en disant le jour où je suis pas content, le jour où on gagne pas tant d'argent, le jour où on vend pas 20 boîtes, etc. Je veux pas qu'ils croient que c'était juste comme ça pour pallier un défaut à l'instant T, quoi. C'est vraiment un engagement sur l'avenir parce que je pense vraiment que c'est une part super importante du travail que je fais pas bien. Donc l'idée c'est, quand tu recrutes, l'idée c'est pas de recruter pour faire ton travail à ta place, c'est pour faire les choses que tu sais pas faire. C'est ça, exactement. Voilà. On va attaquer sur la première partie, bien sûr. sur ce travail d'éditeur. Je croyais que tu avais 8 lignes, mais en fait tu as plusieurs pages. Oui, j'ai un peu travaillé, on va dire que c'est un peu le but de tout ça, parce que si c'est pour te poser des questions que tout le monde te pose, c'est pas forcément pour ça que j'ai intéressant. accepté en fait, je savais que tu allais poser des questions intéressantes. C'est ça. Alors,
Je vais essayer de parler aussi pour le public et puis pour les gens, pour eux, parce que je pense que pas mal se posent de questions. Oui, bien sûr. Alors, quel est pour toi le rôle d'un éditeur de jeux de société? Et peux-tu me donner, un peu comme j'avais fait pour Bruno, une journée type d'un éditeur de jeux de société? Alors la journée type d'un éditeur, je suis pas aussi organisé que Bruno Catala quand même. Donc c'est vrai que lui, je pense qu'il a vachement plus de bouteilles. Ça fait quand même beaucoup plus d'années qu'il fait ce qu'il fait. Il a dû s'organiser au fur et à mesure. Je pense que les habitudes viennent avec le temps. Mais la première année, en fait, quand tu bosses à la maison, c'est toujours, t'as l'impression que c'est un confort, etc. Et en fait, tu te rends compte que le premier défaut, c'est que tu bosses à la maison. En fait, tu fais pas ton sac, tu t'habilles pas, tu vas pas au travail, t'as pas de gens à rencontrer. C'est vraiment chez toi, c'est face à ton ordinateur. Donc le tout début, se sortir les doigts pour aller te mettre au travail et avoir des horaires fixes, c'est vraiment quelque chose essayer de la rigueur à choper. Mais aujourd'hui, ma journée type, c'est vraiment le matin, c'est mes enfants. Voilà, je m'occupe de mes enfants, on se réveille toujours assez tôt parce qu'ils sont comme moi, ils sont lève tôt. Donc on passe pas mal de temps ensemble le matin. Donc je les emmène à l'école ou alors maman les emmène à l'école, mais à partir du moment où ils quittent la maison, c'est à ce moment-là que je me mets à travailler. Donc c'est soit 8h30, 9h. Et après, c'est vraiment... En étant tout seul aujourd'hui, j'ai l'impression de travailler qu'en gestion de priorité. Donc c'est ça. J'ai mon planning, je sais que je vais sortir les jeux à telle date, mais il n'y a pas de journée type en fait. Je vais faire les choses quand je vais avoir le temps de les faire, je vais faire les choses gestion de priorité. Et puis quand j'ai pas envie de faire les choses, il n'y a plus de priorité, il faut que je fasse ce que j'aime. Donc c'est développer des jeux, bosser sur le graphisme des jeux, travailler avec les illustrateurs, c'est la part que je préfère en fait, c'est la part créative en fait. C'est tout ce qui est créatif dans le métier, c'est ce qu'il y a de plus stimulant en fait, l'émulation vient de là. Et puis après, quand je suis un peu plus motivé, je vais aller faire de la compta, je vais faire des choses. Mais c'est vraiment en fait, c'est gestion de priorité. J'ai pas de journée type. D'accord. Donc voilà. Beaucoup d'auteurs de jeux ne savent pas comment appréhender un éditeur pour lui présenter un jeu. Concernant ton sourcing, toi, comment tu recherches tes jeux et si un auteur doit te présenter un jeu, comment tu aimes qu'il le fasse? Alors ça a vachement changé en 3 ans. Oui. Parce qu'il y a 3 ans, j'étais un newbie, j'étais vraiment tout nouveau, comme beaucoup de petits éditeurs que je vois passer, etc. Et limite, je les encourage à vraiment continuer, mais on n'a pas tous une part de chance, parce qu'il faut être très honnête, j'ai eu une part de chance à un moment qui fait que j'ai pu vendre quelques boîtes en plus que les autres, et qui fait que je suis encore là 3 ans après. Mais au tout début, c'était du démarchage, quoi. Donc j'allais sur les offs, j'allais sur quelques petits salons autour de chez moi, parce que je pouvais pas non plus aller sur tous les salons, mais c'était vraiment ça au tout départ. C'était vraiment aller chercher des auteurs, moi en tant qu'éditeur. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir travaillé avec 2-3 auteurs un peu connus, notamment, je pense, l'équipe Kaidama au tout départ que j'avais engagée pour la Cour des Miracles. Et à ce moment-là, c'était pas obligatoirement les auteurs connus avec qui je travaillais, mais c'est par la team Kaidama, par le feeling qui est passé avec Théo Rivière notamment, etc. Et au final, on a 2-3 jeux ensemble, il m'a connecté avec Bruno Catala, etc. Et ça s'est fait de fil en aiguille. Et aujourd'hui, pour te donner un exemple d'un jeu comme Trek 12 qui arrive, qu'on a annoncé hier sur une photo Instagram, mine de rien, c'est Bruno qui est venu me voir en me disant « Moi, je pense que j'ai un jeu qui va être parfait pour ta gamme, etc. » Et ça, en fait, j'avais pas ce luxe-là au tout départ. Donc aujourd'hui, le sourcing, il se fait toujours de la même manière. Je reçois des emails, mais maintenant que les gens savent que j'ai pignon sur rue maintenant, les gens connaissent les Lumberjack, les auteurs viennent m'envoyer un email et veulent me rencontrer, etc. Donc je vais pas avoir ce sourcing d'aller chercher les auteurs. Je prends toujours autant de plaisir à aller sur les offs, à essayer de voir s'il n'y a pas une pépite ou un truc. Mais c'est vrai que j'ai cette facilité-là de pouvoir recevoir des emails, recevoir des projets, etc. Et maintenant, j'ai la facilité de dire, parce que maintenant qu'on a plusieurs jeux de programmés, de dire maintenant je vais rencontrer une dizaine d'auteurs sur le salon, des projets, des pitchs, parfois avec des vidéos, ils t'envoient parfois des mails bien complets. Et me dire, voilà, je vais rencontrer ces 10-là et je vais vraiment prendre le temps maintenant à chaque fois. Je vais prendre un rendez-vous d'une demi-heure pour rencontrer le plus possible. Oui. Et ça permet de discuter avec les auteurs. Donc tu vois, hier, le jeudi, pour moi, c'était une journée quasiment consacrée qu'aux auteurs. Et là, pour le reste du week-end, je crois que j'ai encore 2 ou 3 rendez-vous,
Mais c'est vraiment ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez important, de prendre le temps avec les auteurs. Et puis mine de rien... voir s'il y a un feeling qui se met en place. Et puis mine de rien, le travail est bien plus difficile pour eux. Parce que moi, je vais voir plusieurs jeux différents dans la journée, finalement, c'est cool en fait. Mais eux, ils vont faire la même présentation, toutes les heures, demi-heures, etc., sur les off, tout le week-end. Et au final, c'est super complexe. Enfin, c'est quelque chose de vraiment pas facile, le boulot d'auteur comme ça, et d'aller chercher des éditeurs, d'aller gratter à toutes les portes. Bah, c'est presque un boulot de commercial au final, ce n'est pas leur volonté première de toute façon. C'est ça. Et en fait, en sélectionnant énormément, je sais qu'il y a des déçus, des gens qui disent bah merde, j'ai envoyé un mail, ça leur plaît pas. Mais c'est aussi parce que j'accorde une grosse importance à ce rendez-vous-là. Déjà parce que le projet il doit me plaire au départ, parce que maintenant je sais à peu près ce que je cherche. En tout cas, je sais ce que je ne veux pas. Mais c'est aussi prendre un peu plus de temps à chaque fois, quoi. Donc voilà. Et en ce qui concerne tout ce qui est envoi de mails, parce que tu dois recevoir des mails, je suppose, d'auteurs avec des vidéos, des choses comme ça, quel est le format que tu aimes bien ? C'est un mail explicatif des règles ou plutôt une vidéo courte et succincte ou Faut que les jeux soient décrits en fait. Souvent, j'ai reçu beaucoup de mails là, pour Cannes, oui, j'aimerais vous rencontrer pour vous proposer mes jeux. Point, au revoir. Je suis cool, donc ça va, il n'y a pas de problème, mais je leur demande un peu plus d'informations. Donc voilà, je réponds à tout le monde, sans exception. Mais l'idée, c'est que ouais, il faut, si je dois donner un conseil aux auteurs qui envoient des emails, à mon avis, tous les éditeurs, parce que je dois pas être le seul à qui ils envoient, c'est un pitch de base. Peut-être un lien vers les règles, en tout cas une fiche explicative plus détaillée avec des images, avec les mécaniques, un peu ce qu'on voit à d'autres boîtes en fait. Et puis le must, c'est d'avoir une vidéo en moins de 2 minutes. Si ça dépasse 2 minutes, la majorité du temps, on zappe. Voilà, c'est ça. Ou YouTube, double-clic pour avoir 15 secondes de plus. Mais voilà, donc dans l'idée, c'est en moins de 2 minutes, le pitch des règles, pas besoin d'aller dans toutes les règles, je pense que c'est pas obligatoire. Ouais, c'est comprendre le mécanisme et ce qu'on va ressentir autour de la table. C'est surtout ça qui est... La cible, à chaque fois, à qui le jeu s'adresse, etc. C'est bateau, hein, mais dans l'idée, pour Cannes, je t'ai dit, j'ai eu 10 rendez-vous, j'ai dû en refuser 5 fois plus. Et mine de rien, je sais que j'en refuse 5 fois plus parce que c'est des auteurs qui envoient à tous les éditeurs en essayant de... Et tu sens qu'il y en a qui font l'effort de personnalisation de l'email en parlant des lumberjacks, etc. Et c'est top parce que moi, ça se voit, mais ça transparaît très facilement. Le reste de l'email est un peu plus classique, mais dans l'idée, c'est bien. Il y en a qui font cet effort-là. Et il y en a certains, tu sens que merde, on s'est déjà vu sur des salons, j'ai vraiment envie qu'on bosse ensemble, etc. Mais il y a un feeling qui s'est fait aussi humain. Oui, c'est et quand ils reviennent, tu prends plaisir à les revoir aussi, quoi. Mais voilà, c'est ça. Il faut vraiment un vrai pitch de quelques lignes, et ça aide vachement la sélection quand même des jeux. D'accord. Tu vois tout de suite si ça correspond à ce que tu veux faire, ta gamme, ta ligne éditoriale. Et il y a un truc aussi que moi je déconseille, mais ça c'est vraiment à titre personnel. Quand je vois 5, 6, 7, 8 pitchs de suite dans le même mail, assez naturellement, je les lis pas tous, vraiment. Enfin voilà. C'est quand il y a vraiment trop de jeux par auteur. Ouais, c'est présenter un jeu, pousser un jeu. Pas un jeu, mais 2-3 jeux, c'est quelque chose. Tu sens que tu peux très bien bosser sur 2-3 jeux de front. Bruno bosse sur 15 jeux de front, mais ce que je veux dire, c'est que c'est complètement possible. Mais en fait, tu as tout de suite le sentiment que le mec en fait, se disperse. Le mec ou la femme, la personne se disperse et fait beaucoup de jeux et a envie de te proposer le maximum de choses. Et moi, je pense que ça le dessert. Je pense que ça dessert l'auteur ou l'autrice d'avoir trop de projets et finalement, tu sais plus trop regarder, quoi. D'accord. Donc hier, j'ai rencontré un auteur qui avait plusieurs projets. J'avais eu le temps à ce moment-là de lire tous les projets et j'en ai sélectionné un. Et voilà, et pendant le rendez-vous, on a vu un jeu. Et on a pris plus de temps. Mais il m'en avait envoyé 6 ou 7, etc. Est-ce que j'ai lu avec comment dire, la même attention tous les pitchs? Je suis pas certain. Et je le dis avec honnêteté. Hein, non, mais il faut. Bah oui, c'est le but. Donc voilà. Mais je pense que c'est bien en fait d'arriver avec 2-3 jeux, quoi. Tu es fan de BD. Ouais. Que penses-tu que cette passion t'apporte dans ton travail d'éditeur? Est-ce que tu penses que c'est un atout? Je pense que la source est là en fait. Je pense que l'origine du fait d'être éditeur de jeux, l'origine de vouloir créer un objet illustré vient du fait que j'ai été baigné là-dedans. Mon père était un grand fan de BD. Quand il est décédé, on a trouvé une collection de Bodeuil, depuis le numéro 1, tu vois. Donc il y a des choses comme ça, on a trouvé des pépites que moi j'ai lues quand j'étais
t'es gamin et quand on commence à séparer les trucs entre enfants, tu te rends compte que en fait on a baigné dedans quand on était gosse. C'est un truc, on l'a vu, il y avait ça et on l'avait sous notre nez toute notre enfance en fait. Et il rajoutait, il y avait plus de 1000 BD, etc. Ah oui, en fait j'ai grandi dedans. Et quand j'étais gamin, j'ai un petit peu acheté des BD, un petit peu acheté de musique, mais dès que j'avais un peu de fric, en fait j'allais m'acheter des BD. Et voilà, et la boutique à laquelle je vais à Caen, ça fait... j'ai pas compté le nombre d'années passées dans cette boutique. Ah ouais, je suis actionnaire, c'est vraiment ça quoi. Donc en fait, vraiment, c'est... bon, maintenant que j'ai des enfants, c'est différent, je réfléchis différemment. Mais dès que j'avais un peu d'argent de côté, ça partait dans les BD quoi. Donc ouais. Et en fait, je pense que c'est l'origine, c'est d'avoir baigné dans ce milieu graphique. Il y a aussi quand même un gros truc, c'est que ma mère s'est remariée avec un professeur de peinture, donc j'ai aussi baigné aussi dans la peinture. J'ai pris des cours étant jeune avec lui, etc. Mais la BD, c'est fort, parce qu'en fait, tu peux vivre... Tu peux lire plusieurs BD de front, c'est pas grave, tu vois, tu peux t'imprégner des univers. Une BD, ça se lit pour moi plusieurs fois, de manière différente. La première fois que je l'achète, je la dévore. Un peu comme un jeu, t'achètes, tu lis les règles, tu les dévores, et après tu les relis, tu vois. Et ça m'est arrivé d'acheter un jeu d'autres éditeurs, de prendre le jeu et je le paye. J'ai regardé le pitch, la boîte est tellement belle, le truc est tellement beau, ça me parle tellement. Il y a un truc qui t'appelle et tu l'achètes. Ça m'est arrivé que le jeu soit naze. Mais voilà, c'est super important. Et la BD, en fait, je pense, apporte ça. Et puis tu te fais aussi à ton style de BD. Donc les jeux qu'on fait aujourd'hui reflètent complètement mon style de BD, en fait. D'accord. Et c'est ça qui t'a donné l'idée de faire des boîtes en facing sans aucun logo, sans rien, en mettant en valeur du coup l'illustration et l'illustrateur du coup. L'illustrateur pour moi c'est une part complète du projet en fait. Et qui depuis finalement récemment quand on regarde le jeu existe depuis la nuit des temps mais ça fait vraiment 20 ans. Vraiment 20 ans, 15-20 ans que j'observe le jeu de société maintenant parce que je suis arrivé assez tard dans le jeu de société classique tel qu'on le dit casual tu vois mais au tout début c'était pas la part essentielle. Enfin, ça faisait pas partie des caractéristiques essentielles d'un jeu quoi. Pour moi l'illustrateur tel qu'il travaille aujourd'hui il doit être impliqué dans le projet. C'est ça, on a fait avec Jonathan Lecomte sur la gamme Coffee Break, on a fait un jeu là qui va arriver, Magic Rabbit, et il a joué tard au jeu, et il avait commencé à illustrer avant. Et finalement, on a changé des choses après qu'il ait joué. D'accord. Dans le jeu ou dans l'illustration, la manière d'aborder les illustrations, notamment la couverture. On a changé la couverture après qu'il ait joué, donc c'était une erreur. J'apprends encore, tu vois, 3 ans après, j'apprends encore sur ce genre de trucs. Alors que je pensais que pour le coup, il n'y avait pas obligatoirement besoin. Il y avait besoin de lapins, footrack sur une scène, et en fait, pas du tout. Il fallait que ça reflète la mécanique. Et donc on revient sur les projets, on revient sur les trucs, et ça m'apprend en fait. Pour moi, l'illustrateur a besoin d'avoir joué au jeu. Sur l'île de Pan, Camille Chaussy a joué au jeu très tôt avec les auteurs. On s'était rencontrés sur SN, elle avait joué au jeu qui n'était pas finalisé, etc. C'est quelque chose d'essentiel en fait. L'illustrateur a une part essentielle aujourd'hui dans le jeu. Et encore beaucoup trop d'éditeurs qui négligent en fait cette part-là. Je parle pas de la beauté, le beau c'est quelque chose, on va pas rentrer dans la philosophie, subjectif, complètement subjectif. Mais quand je discute avec Jonathan Lecomte et qu'il me parle de la manière, il est assez proche de Vincent Dutrait. Vincent Dutrait, je crois qu'apparemment c'est la référence quoi. Et il aborde les projets, il prend le truc à bras-le-corps à chaque fois quoi. Et il y a un aspect critique de l'illustrateur qu'il faut jamais négliger quoi. Donc voilà. Antoine, donc tu étais et tu es toujours figuriniste, puis gérant d'un bar de brasserie. J'étais gérant d'un bar brasserie à Caen. Ouais. Puis vendeur d'une boutique dans un game workshop, puis créateur de figurines. Tu as un parcours très atypique. Est-ce que du coup c'est un avantage également ? En fait, j'ai jamais été scolaire, mais jamais. Je crois que mon père est plus là pour, pour voir la vidéo, mais mes frères et sœurs pourront te le confirmer. Le truc, c'est que je crois que j'ai été bosseur en fait. À partir du moment où j'étais passionné par un truc, j'ai toujours bossé, j'ai jamais compté mes heures. Je suis autodidacte sur la quasi-totalité des choses que je fais. La formation que j'ai, c'est stable, ça. Donc, ça m'a pas apporté grand-chose.
Puis je les ai même pas finis mes études, j'ai même pas rendu mon mémoire, mais j'ai envie de te dire, Johan de BlackRock sort de STAPS aussi, hein, donc finalement... mais c'est ce que je me rends compte au fur et à mesure, c'est que beaucoup de gens sont beaucoup d'autodidactes qui n'ont pas fait de formation. Il y a du jeu, oui. Presque tous, hein. Quasiment tous. Et en fait, même pour le bar brasserie, en fait, c'était un boulot d'étudiant au départ, puis après j'ai bossé en boîte de nuit, puis après j'ai bossé dans des hôtels, au bar des hôtels, pour arriver à avoir mon bar, et voilà. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je ne ferais pas ma vie là-dedans, c'est pas possible, c'est un rythme de vie complètement dément, donc voilà. Et puis après, je suis allé chez Games Workshop, qui était, je descendais de chez moi, c'était la porte d'en face, c'était Games Workshop en fait. Et c'était mes amours de jeunesse. Moi, j'ai commencé à jouer avec Blood Bowl, avec Space Hulk, avec HeroQuest, avec tout ça, dans le tout début des années 90. Et en fait, je cherchais du travail quand j'ai vendu mon bar. Et donc, je suis allé en face. Donc voilà. Et puis, il cherchait du monde. Voilà. Et puis finalement, je peignais assez bien, donc ça m'a aidé je vais pas mentir, mais à t'introduire dans le milieu. Mais dans l'idée, je jouais plus à ce moment-là. Donc au final, embellir les choses alors que tu arrives avec des belles figurines, c'est plus facile, quoi. Et puis je suis rentré dans le milieu du jeu comme ça, vraiment dans le milieu du jeu. Et puis j'ai rencontré des gens dans la boutique qui faisaient pas que de la figurine et qui m'ont vraiment initié au jeu de figurine assez tard au final, au jeu de société assez tard. D'accord. Donc voilà, mais c'est un parcours finalement qui est atypique, oui, parce que c'est des trucs diamétralement opposés, mais c'est la succession. À un moment, tu te retrouves au chômage, tu cherches du travail, tu vas là où il y en a, quoi. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait avec Games Workshop. J'étais un hobbyiste classique, quoi. Donc voilà. Tu as commencé par éditer Gob Zeroes, un gros jeu de figurines. Et maintenant, petit jeu de figurines. Ouais, un jeu de figurines. C'est un jeu de figurines, de toute façon, c'est trop gros pour beaucoup de gens. Voilà. Oui. Et maintenant, plus tu vas dans ton travail d'édition, plus tu vas sur des jeux grand public. Ouais. Alors, c'est une question un peu piquante. Est-ce que c'est une volonté ou une obligation commerciale de penser la société dans ce sens-là ? En toute transparence. Alors, en toute transparence, c'est que je me souviendrai toujours de Fall qui se justifiait du fait qu'il faisait payer des choses, etc. et qui disait on mange pas de carton. Et au final, j'ai besoin de becter à la fin. J'ai besoin de donner à manger à mes enfants. Voilà. Comme je te disais tout à l'heure en préparation de l'interview, il y a un moment, il y a la nécessité aussi de gagner sa vie, quoi. Enfin, tu peux pas faire ça indéfiniment. Moi, j'ai investi toutes mes économies, j'ai fait des emprunts. J'ai fait 2 emprunts pour pouvoir lancer les Lumberjacks, parce que mine de rien, il faut mettre un peu d'argent sur la table. Il faut que je les rembourse. Et puis l'argent que j'ai mis à titre personnel, je pourrais le perdre demain, c'est pas grave, parce que je regretterai jamais d'avoir tenté les choses. Mais l'idée, c'est que ce serait cool que je puisse le récupérer pour autre chose, tu vois, pas à titre personnel, pour une maison, pour un truc. Mais pour vivre. Comment ? Quand tu travailles, c'est pour vivre aussi. Hein, c'est pour vivre aussi, voilà, c'est ça. C'est pas que pour faire plaisir aux gens. Exactement. Et en fait, au début, je l'ai lancé sur un concours de circonstances. Tu pars de Gob Zeroes, tout est parti de là, en fait. Parce qu'à la base, je faisais des figurines, j'arrivais à gagner un petit peu de sous, la marge était énorme. J'avais pas besoin de vendre beaucoup de figurines. Mais c'était pas suffisant non plus. Puis c'est surtout que c'était selon les aléas des projets, les boîtes de figurines sautent au bout de 2-3 ans à chaque fois parce que les gens voient les nouvelles figurines et puis finalement il y en a très peu qui ressortent. Donc c'était sympa aussi, mais je faisais ça après Games Workshop parce que ça s'est un peu mal fini avec Games Workshop. Ils ont quand même une politique gestion du personnel un peu compliquée. Ouais. Mais bon voilà, et à ce moment-là, je me suis dit il fallait que je me lance. Et donc on a fait des figurines. J'ai fait des figurines à titre personnel, des figurines sous licence avec Delcourt. Et j'ai fait un mondial de la figurine à Stresa en Italie, où j'ai vendu 3 figurines. Oui. Donc pour moi c'était fini, j'ai arrêté. Et puis en discutant avec tous les sculpteurs, les copains qui étaient sur place, etc., j'ai eu l'idée de faire des figurines à moins de 10 €. L'idée c'était moins de 10 balles. Parce que ça se faisait pas, les figurines, t'achetais avant, c'était 20, 25, 30 €, des grandes GSL, etc. Et très peu de petites échelles. Et on est parti sur des délires pendant le salon, pendant les soirées, etc. Et puis on va faire des gobelins super-héros. Et en fait, on l'a vraiment fait, quoi. Et ça a marché. On a fait une campagne Indiegogo au début qui a fait 15 000 €.
Et puis toute l'année suivante, on a développé le jeu parce qu'il y avait énormément de gens qui nous disaient mais avec tes figurines, il faut que tu fasses un jeu, etc. Donc, j'ai été co-auteur, je suis allé chercher le jeu d'un jeu qui s'appelait Color Wars à l'époque. Et toujours, aujourd'hui, il a tout un univers autour de Color Wars, qui est Fabien Friès, avec qui j'avais sympathisé sur un certain nombre de figurines parce que dans son jeu, il y avait des figurines. Et il y en a toujours en fait. Et on a bossé sur le jeu et on est arrivé avec une campagne Kickstarter et on fait 75 000 €. Pour moi, c'était une montagne. Aujourd'hui, 75 000 € sur une campagne, tout le monde te dit tu t'es foiré. Mais parce qu'on est dans un milieu où aujourd'hui, les chiffres explosent. Mais pour moi, 75 000 € sur la campagne Gob Zeroes, où j'ai pas gagné un copec, ça m'a même coûté plus que ça ne m'a rapporté parce que j'avais très mal géré en amont ma campagne. Et ça a été le pied à l'étrier et on a fait un premier jeu. Et de fil en aiguille, on a rencontré Christophe Bollinger sur les salons, avec qui on avait beaucoup sympathisé, on a fait Arboria. Et puis j'ai mis le pied dans le jeu de société à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que c'était quand même un marché qui était vachement plus mature. Et je pouvais faire, je pense, ce que j'aimais, créer des objets, créer par le design quelque chose d'intéressant dans le jeu, de manière vachement plus pérenne que la figurine, quoi. Oui, c'est sûr. Et puis voilà, donc... Et du coup, de basculer sur ces jeux de plus en plus, pour en revenir à ma question, de grand public, c'est une nécessité dans le sens où je pense pas aujourd'hui avoir la qualification et les épaules pour pouvoir faire du jeu un peu trop expert. Du jeu de figurines, c'est beaucoup de temps de tête parce qu'il y a quand même c'est des jeux avec beaucoup de variables. C'est aussi énormément d'investissement financier parce que les sculpteurs, c'est pareil, quoi, ils mangent pas de la fimo, quoi. Enfin, tu vois, donc faut payer des sculpteurs, faut payer des illustrateurs en amont. C'est beaucoup de temps, donc c'est de l'argent immobilisé pendant trop longtemps. Et donc pour moi, c'était pas viable, c'était impossible. Et Gob Zeroes, ça s'est fait sur plusieurs années. Mais si je veux en vivre, mon objectif était d'en vivre, de faire ce métier-là. Ce qui, pour un nouveau créateur aujourd'hui, quand il pense, c'est quelque chose d'inatteignable. Et pour moi, parce que je te dis, j'ai eu une part de chance, que c'est des choses qu'on fait ont plu, mais à plus de gens que la normale, quoi. Tu vois, tout le monde qui se lance en tant qu'éditeur va trouver des gens qui vont aimer leur travail. Oui, l'idée, c'est de trouver les autres. Et à ce moment-là, en fait, quand tu décides d'en vivre, tu as certaines nécessités en fait, de retour sur investissement. Et le jeu de société, finalement, c'était plus facile. Et au final, les projets étaient plus faciles à gérer aussi. Plus accessibles pour moi, financièrement, au niveau de aussi, parce que je te dis, je suis autodidacte, donc aujourd'hui, j'apprends encore tellement tous les jours. Donc, Johan, chez BlackRock, m'a vachement fait progresser dans mon métier en fait, d'éditeur. Je suis arrivé quand même très jeune chez BlackRock. J'avais quoi, un an de bouteille, on avait juste Arboria, on avait Karmaka qu'on localisait, donc on n'a pas bossé sur Karmaka. Donc j'étais encore vraiment un néophyte sur énormément de choses. Et je le remercie, quoi, parce que sans lui, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. De par déjà les boîtes qu'ils ont vendues en tant que distributeur, mais aussi parce qu'il m'a porté humainement et puis au niveau des qualifications de l'éditeur, en fait, professionnellement. Donc je travaille des jeux complètement différemment aujourd'hui et c'est la gamme, comme tu dis, qui est vachement plus grand public. Cette gamme-là, au-delà du fait qu'elle est là aussi, je pense, pour essayer de mettre un vrai pied dans le jeu familial, etc., c'est aussi parce que c'était les jeux, moi quand j'y réfléchissais à ces jeux-là, on avait fait Peanut Club, etc., c'était les jeux que j'avais envie de faire et ces jeux que j'avais envie de jouer moi. Et je me rendais compte qu'il n'y avait pas obligatoirement autant de jeux dans ce style-là, parce que mine de rien, il y a un double fond, tu peux jouer tactique, etc. On parlait de Monster Café tout à l'heure. Tu as un aspect où tu joues, tu me disais, tu avais des joueurs qui n'étaient pas trop joueurs, mais quand tu vas jouer avec du gamer, tu vas te tirer dessus, etc. Et ça marche quand même. Et mine de rien, la règle de fond, elle est là, quoi. Donc c'est du familial, mais on fait quand même encore les jeux qu'on aime, quoi. Et les jeux qu'on a envie de faire. Mais oui, il y a quand même une nécessité de cibler au départ quelque chose qui va se vendre. Parce que, tu vas toucher un public beaucoup plus important, ce qui est logique, qu'une niche dans un milieu de niche pour les figuristes. C'est aussi, au fur et à mesure de ces 3 ans et demi de Lumberjack, c'est d'apprendre aussi à ne pas faire que le projet qui me parle. Aussi savoir sélectionner des projets en fonction de ce que ça va pouvoir me rapporter et que de manière pécuniaire, quoi. Enfin, tu vois, c'est parce qu'il faut que je mange à la fin du mois. Non, mais c'est compréhensible. Et il faut sélectionner aussi les projets pour la viabilité aussi des Lumberjacks, tu vois. Ouais. Si t'as une boîte et automatiquement tu peux pas. Ouais, bien sûr. Ce jeu me plaît à moi, mais qu'à moi je le sais, mais aucun intérêt. Exactement. Je comprends très bien.
pour continuer à revenir sur Gob Zeros, c'était une expérience avec un financement participatif. Souhaites-tu renouer l'expérience KS dans le futur ou autre, ou penses-tu que ce modèle est de moins en moins viable? Alors le modèle du KS ou du financement participatif, parce que tu as Game on Tabletop maintenant qui se met dans le truc, je me suis rendu compte en le faisant avec Gob Zeros et avec Living Planet que c'était pas pour moi. En fait, j'ai l'impression, moi, quand je le fais, et alors que c'est pas le cas du tout, parce qu'on peut en avoir discuté avec Benoît de la boîte de jeux, avec d'autres, etc., qui le font très très bien, moi j'ai l'impression de perdre la paternité de mon bébé, en fait. C'est les gens s'approprient, ils sont là, ils mettent de l'argent pour toi, donc ils attendent un retour sur investissement, et parfois ils se sentent légitimes dans le fait de dire il faut que tu changes ça, il faut que tu changes ça, etc. Alors que toi, tu vis ton projet. Alors c'est pas du tout... Les critiques, je les prends toujours intelligemment en me disant peut-être que si c'est dit, etc., si c'est dit 10 fois, peut-être que finalement c'est intelligent, etc. Mais dans l'idée, en fait, je préfère encore avoir une grande part avec des testeurs, les faire tester les jeux, etc. Et puis s'il y a des choix qui ont été faits en amont, des fois, il faut savoir les assumer, en fait. Et si tu pars sur Kickstarter, et en fait, c'est au-delà de la financier, en fait. C'est juste l'expérience Kickstarter. C'est quelque chose qui... Je perds, en fait, par exemple, dans ce que je fais maintenant avec les boutiques, le contact boutique, j'adore. J'ai fait le salon de Vichy pour la première fois il y a 2 ans, enfin 1 an et demi. Et c'est un truc que j'ai adoré, parce que finalement, en fait, c'est des gens qui prennent ton projet pour essayer de le revendre, en fait. En fait, ils vivent ton truc par, c'est un vecteur. Par procuration, c'est un vrai vecteur de communication. Et en fait, j'aime vraiment plus le faire comme ça. Je ne saurais pas critiquer Kickstarter, j'arriverai pas à dire ce qui me plaît pas, mais en fait, j'arrive pas... c'est un truc, c'était pas une bonne expérience. Et encore aujourd'hui, je cherche... Voilà, exactement. Et en fait, encore aujourd'hui, je serais incapable de te dire tous les facteurs qui ont fait que j'y retournerai pas. Parce que j'y travaille encore. Je sais que financièrement parlant, si ça marche, c'est génial. Mais de l'autre côté, en fait, je sais que j'aime bosser avec les boutiques, je sais que j'aime bosser avec BlackRock, je sais que j'aime bosser les jeux par étapes. D'abord avec l'auteur, ensuite avec l'illustrateur, avec les auteurs, et ensuite après avec BlackRock quand je leur présente le projet, etc. Et ensuite avec les boutiques, une fois que le jeu est en boutique, les retours boutiques pour moi est génial. Les boutiques te feront un retour pour moi qui est toujours vachement plus constructif que tous les backers d'une campagne. Ce qui est logique, c'est leur métier. Du moins, c'est leur métier de vendre des jeux, donc ils savent ce qu'ils font. Et en fait, quand une boutique me dit ça va pas, je prends des notes directes, etc. Alors que quand tu as des milliers de backers qui sont là, qui ont juste parce qu'ils ont mis 60 balles, te disent ouais mais non, les illustrations c'est moche quoi. Enfin, tu vois, et en fait, c'est beaucoup de remarques comme ça, et au final, tu te fais bâcher au fur et à mesure, et de temps en temps, tu vois, tu trouves la raison de te dire ah oui, mais non, il faut que je continue, etc. Donc pour moi, le financement participatif, c'est vraiment plus pour moi, quoi. D'accord. Et donc, à mon avis, vous m'y reverrez jamais, ou alors pour des projets complètement différents, mais pas du jeu, quoi. Ouais. On parlait ensemble du coup des boutiques, et t'es un vecteur de communication, ça me permet de rebondir sur la suite. Chez les Lumberjacks, vous investissez beaucoup, alors investissez financier ou temps, sur votre communication. Vous faites des vidéos, vous faites pas mal de choses, et surtout des petites vidéos explicatives de 3 minutes qui sont juste phénoménales. Ça, faut remercier Game in Motion, une toute nouvelle boîte qui vient de se monter, qui est tenue par un seul monsieur, Rémi Loyer, qui est aussi auteur à 16h, et qui fait un travail exceptionnel. Ah, c'est super. Ça, j'appelle tous les éditeurs. Alors, sauf tu devrais pas le croiser parce que tu n'auras plus de place. Voilà, c'est ça. Sauf quand moi, j'aurais besoin d'une vidéo, mais j'appelle tous les éditeurs à faire appel à lui, parce qu'en plus de ça, c'est un joueur. Oui. Donc il y a beaucoup de prestataires de services qui font des vidéos. Et là, il faut que je fasse sa pub. Il fait un travail énorme. Et les vidéos, c'est pas moi, hein, c'est lui. Hein. Moi, j'ai juste fait le jeu. Hein. Il a pris les règles, il a fait les vidéos. Vraiment, hein, tu dis, vous faites des vidéos super, hein, c'est pas moi. Là, j'ai rien fait du tout. Après, je le guide sur ce que je veux. Bien sûr, j'ai des desiderata. Je veux que les vidéos soient plus comme ça, etc. Mais honnêtement, les changements sont tellement dérisoires par rapport à certains trucs qui peuvent être faits qu'il prend le corps du projet, quoi. Ouais, tu peux inviter tous les éditeurs à le faire, ça, il n'y a pas de souci, parce que moi, je te confirme que de tout ce que je peux voir de communication, c'est ce qui est pour moi le mieux fait. C'est pas pour valoriser pour les vidéos là. Pour moi, c'est ce qui présente le mieux le jeu. C'est cool, c'est moi qui le fais en plus. Voilà. Désolé. non, mais c'est vraiment hallucinant. Je parle pas pour vous, mais je parle sur tous les éditeurs. Vos vidéos sont, c'est top. Voilà, bref. Et du coup, pour toi, quel pourcentage donnerais-tu à la communication dans la réussite d'un jeu? Alors, il y a l'édition, ça fait partie de tout ça, mais
Je prends pour exemple. Et pourquoi ? Pourquoi ? En fait, la communication, c'est quelque chose qui, de toute façon, n'était pas et ne sera jamais quantifiable en termes de retour de vente de boîte. Il faut pas les expériences passées avec mon métier d'avant, etc., le peu de choses que j'ai pu faire, en fait, il ne faut pas essayer de le calculer comme ça, en fait, parce que c'est impossible. C'est essentiel. Donc il faut. Et en fait, moi, je me donne un budget pour chaque jeu qui est variable en fonction du variable selon le projet, etc. Mais je me donne un budget et qu'est-ce que je peux faire avec ce budget-là ? Et s'il me reste un peu d'argent à la fin, tu vois, par exemple, sur ce coup-là, j'ai décidé de faire des vidéos avec Rémi. C'est un coût. Ah oui, et donc j'ai dit à Ludovox, désolé, pour l'instant j'investis des sous autre part, etc. Et j'ai vu que dans mon budget communication, j'avais prévu plus pour des pubs Trick-Track, mais Trick-Track, tu sais, c'est la variable, tu payes pas toujours la même pub. Il me restait un peu de sous, donc je suis retourné voir Ludovox, j'ai dit ce serait cool qu'on puisse faire parce que je me donne un budget. Et je vais pas essayer de faire d'économie là-dessus, tous les moyens sont bons pour faire parler de ton jeu, ce qui est tout à fait normal. Mais après il y a aussi la manière de le faire. Quand tu dis que les vidéos sont top, c'est clair qu'il y a un pitch quand même à la base, on y en discute, je lui dis moi je veux ça, je veux telle atmosphère, je veux que les vidéos soient dynamiques, je veux pas que tu m'expliques 100% des règles, je veux que tu expliques 85-90% des règles, et si vraiment il y a un détail, les gens sont grands, ils vont voir dans le livret de règles, mais l'idée que ce soit dynamique, et puis c'est surtout que c'est une gamme coffee break, donc ce soit rapide. Donc il y a quand même un pitch autour de ça. Mais dans l'idée, la part de la communication, elle est énorme aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sur tout ça. Si tu devais te donner, donc je reviens sur ma question, parce que c'est peut-être une question qui va être récurrente sur pas mal de vidéos, interviews. Si tu devais donner un pourcentage sur la réussite du jeu pour la com, ça serait quoi ? Je sais pas. C'est compliqué. Un pourcentage, c'est chiffré. Là. Ouais, un chiffre, ouais. C'est 100%. Si tu communiques pas, ton jeu il fonctionne pas. D'accord. Okay. Pour moi, c'est 100%. C'est après, non, 50% ci, 50% ça, etc. Mais c'est pareil, j'ai envie de te dire, si le travail du distributeur, c'est 100%. Oui, mais tout est 100% du coup. Mais voilà, mais en fait, tout est essentiel. En fait. Et alors de là à dire qu'il y a un pourcentage d'importance, c'est juste que c'est le travail des commerciaux, s'il n'est pas fait, ça ne va pas se vendre. Le travail de communication en amont, s'il n'est pas fait, ça ne va pas se vendre. S'il est mal fait, ça va peut-être moins bien se vendre. Ou desservir le jeu. Mais ça va desservir le jeu. Parfois, tu fais trop de com et puis tu parles même plus du jeu. Tu vois, mais il faut savoir, j'apprends encore au fur et à mesure. Il y a des jeux qu'on va travailler différemment. L'Île de Pan sort juste avant Noël. On a décidé de communiquer une semaine juste avant, à fond, quoi. Gold River, Monster Café, on a distillé des informations volontairement parce qu'il n'y avait que 3 semaines entre les deux, qu'on lançait la gamme, on a fait un vrai choix avec le distributeur, mais la communication est essentielle à ce moment-là. Donc en fait, chaque part est essentielle, chacun fait son métier et s'il est bien fait, logiquement ça fonctionne. Mais la part de communication, pour moi, c'est même pas un pourcentage dans un projet, parce que si tu te donnes un pourcentage, en fait, je considère que tu peux décider de le réduire ou de moduler sur le long de jeu. Ce qui n'est pas le cas en fait. C'est que de toute façon, il doit y avoir de la com. Peut-être qu'elle va être faite différemment, mais aujourd'hui, tu n'as pas le choix, vu la pléthore de jeux qui sort chaque jour. C'est de chaque année, mais on pourrait même compter en journée en fait. Tu as une part de communication qui est essentielle, mais au-delà de ça, la communication, c'est aussi l'image que renvoient les jeux, plus que la communication que tu en fais en fait. Et si tu as une ligne éditoriale, comme je te disais tout à l'heure en off, nous en fait on vend les jeux aux boutiques, quoi. C'est les boutiques qui vendent notre jeu aux clients, quoi. Donc l'idée c'est que les boutiques, il faut qu'elles aient envie de vendre notre jeu. Et c'est à ce moment-là que l'éditeur est important. Le logo de l'éditeur du jeu, etc. sur la boîte, franchement, il y a une part ultra méga majoritaire des joueurs qui en ont rien à faire de savoir d'où il vient le jeu. Il vient de leur boutique, le jeu. C'est ça. Non mais tu vois, c'est ça. Et au final, moi, mon travail d'éditeur, ça va être auprès des boutiques, ça va être d'avoir une représentativité du travail bien fait. Tu vois, et donc voilà. Donc c'est surtout ça. Et la communication, elle est là aussi en fait. Elle n'est pas que sur le jeu, que sur l'objet, que sur ce que tu vas véhiculer. C'est aussi sur la qualité du travail bien fait. Et comme tu le dis, chaque fois on a des beaux trucs, des beaux machins. Vous en tant que joueur, mais en tant qu'érudit, quoi. Parce que mine de rien, c'est une minorité. C'est une minorité. Si vous voyez que le travail est bien fait, vous allez communiquer, mais je pense que vous communiquerez plus facilement auprès des boutiques qui vont vous voir communiquer
qu'auprès des joueurs potentiels qui vont acheter en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et la chaîne elle se fait comme ça en fait. Si tu communiques auprès des joueurs, eux ils vont faire un petit battage sur ton jeu, ils vont en parler, etc. Et les boutiques vont regarder ça. Oui, c'est vrai. C'est pas les acheteurs qui vont vous regarder, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Les acheteurs, je pense qu'ils vous regardent quasiment pas quoi. Oui, non, mais oui. Mais donc voilà. Et donc en fait la chaîne se fait comme ça et c'est au fur et à mesure des jeux on essaie d'adapter. Mais c'est essentiel. C'est 100% du taf. Se centre là-dessus en fait. Sur l'image que peut véhiculer le travail que tu peux faire au fur et à mesure des jeux. Et donc à chaque jeu on va travailler indépendamment. Ouais, il faut être sûr qu'il fasse pas.